Il est 20h, c'est la rentrée et tout de suite c'est l'heure de On se lève et on se casse, l'émission féministe des casseuses d'ambiance de Radio Campus Paris, le 93.9 FM. Dear fellow feminists, I'm here for all of the witches. Pourquoi le féminisme? On n'ose plus rien faire, on ne veut plus rien dire. Les femmes sont conditionnées à servir les autres et à ne pas s'occuper d'elles-mêmes. Ah, je t'avais dit, elles en veulent au mec. Le féminisme a donné aux femmes dès qu'elles pouvaient avoir droit au bonheur. On est dans un pays où un violeur sur 100 est condamné. Il y a un problème avec monsieur? Non, il n'y a pas de problème. Nous aussi, on se lève et on se bat. Pas du clito. Le chemin est long en tant que femme noire, en tant que femme grosse. Bim, c'est encore la faute du patriarcat. Encore une fois, c'est pas de la libération de la parole, c'est de la libération de l'écoute. Il y a une violence systémique qui est faite aux femmes. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Pauline et vous écoutez On se lève et on se casse, j'espère que vous allez bien. C'est la rentrée, une rentrée après un été particulièrement agité, que ce soit sur la scène internationale où c'était franchement un peu du n'importe quoi, ou en France où notre ancien Premier ministre est finalement tombé. Une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui avaient à cœur de ne pas avoir un Premier ministre complice de dissimulation d'abus sur des enfants dans une école privée, mais tout de même une mauvaise nouvelle pour les enquêtes parlementaires qui étaient en cours, des enquêtes et des commissions encore une fois arrêtées par une incapacité de nos dirigeants à faire un budget 2026 digne de ce nom, incapable de fixer une feuille de route qui ne commence pas par taper sur les plus modestes alors que les aides aux entreprises, elles, grossissent inexorablement sans aucun contrôle. Voyons donc ce que les mois à venir nous réservent. Voilà, c'est ce que j'avais à se dire à la rentrée, j'étais un peu vénère. Mais ce soir, on parle d'un sujet tout à fait différent. On va parler des attentats de novembre 2015, mais pas seulement. Dans On se lève et on se casse, on va plonger dans un récit qui parle de mémoire, de racisme, aussi de reconstruction et de lutte, au pluriel. Notre invitée, c'est la journaliste et autrice Aïda Amara. Elle publie un livre qui s'intitule Avec ma tête d'arabe aux éditions Hors d'atteinte. Elle y raconte son enfance à Ménilmontant, l'histoire de sa famille, malgré marquée par la colonisation de la France en Algérie et de sa violence, le choc du 13 novembre 2015 qui a bouleversé sa vie. Avec elle, on va parler de ce que ça veut dire grandir et travailler en France quand on est une femme racisée. On parlera du terme racisé aussi, du rôle de la famille et des racines algériennes dans la résistance et de féminisme intersectionnel, mais pas seulement, de plein d'autres choses. On va parler de comment se reconstruire après une tragédie comme celle du 13 novembre 2015 dans un pays où les rhétoriques xénophobes et racistes prennent quand même de plus en plus de place dans les médias, dans le débat public. Comment transformer des assignations et des stigmates en force? Comment trouver de la liberté malgré tout? Bonsoir Aïda Amara. Bonsoir Pauline. Merci d'être avec nous. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Alors, Aïda Amara, ma première question, c'est une question classique. Vous commencez votre ouvrage par une date charnière, donc le 13 novembre 2015, la date de plusieurs attentats à Paris, que ce soit au Stade de France, au Petit Cambodge ou au Bataclan. C'est un événement tragique, ça semble être une rupture dans votre vie. Comment cette soirée a été une rupture ? Alors, je ne sais pas si je me suis rendu compte sur le coup que c'était vraiment une rupture. C'est souvent le cas pour les victimes de multiples traumas. Sur le coup, on ne se rend pas compte. On est presque dissocié. C'est évidemment après que je me suis rendu compte de la déflagration que ça avait été dans ma vie. Et je dis souvent qu'il y a évidemment un avant et un après et que l'avant n'existe plus. Et donc, c'est en ça que cette soirée... voilà, évidemment, je la porte encore avec moi, malgré le fait qu'évidemment, pas de la même manière, parce que maintenant, ça va faire presque 10 ans. Donc ça a beaucoup changé, il y a eu beaucoup de temps qui est passé entre-temps. Ce texte, il est très hybride. Moi, quand je l'ai lu, j'ai eu l'impression d'être à la croisée d'un témoignage, de mémoire, d'un essai, du manifeste. Est-ce que c'était voulu, quand vous l'avez écrit, d'écrire à la croisée de ces genres, ou est-ce que ça s'est fait vraiment au fil du crayon, quoi ? Comment ça s'est fait ? En fait, ça s'est fait de plusieurs manières. Déjà, j'ai osé parler à la première personne, ce qui est pour une journaliste vraiment pas naturel, et encore moins pour moi. Voilà, je viens d'une famille, et même je pourrais dire, sans parler pour tout le monde, mais d'une culture où on dit plutôt nous, où on est plutôt pudique sur ce qu'on peut ressentir. Donc c'était, pour moi, c'était quand même quelque chose de politique. Après,
c'est à la croisée parce que je parle aussi évidemment de ma famille, notamment, voilà, on y reviendra, mais je parle de l'Algérie pendant la colonisation. Et donc là, ça me semblait en fait beaucoup plus judicieux en fait d'utiliser presque la forme du roman, étant donné que voilà, moi je n'étais pas née en 1954 quand la guerre éclate, donc ça me semblait voilà, tout ça est aussi malgré le fait que ce soit des souvenirs familiaux reconstitués, et donc je pouvais pas me l'approprier totalement, donc j'ai utilisé une part de fiction aussi dans ce livre, mais oui, après, je pense que en tant que journaliste, j'ai tout de suite eu envie d'être voilà, dans quelque chose de, oui, pas forcément un essai parce que je voulais pas me placer comme sociologue, mais voilà, avoir cette forme un peu d'écriture plus journalistique. Et c'est mon éditrice, Marie Herman, qui m'a dit, bon, je pense que ce que tu as envie d'écrire là, c'est quelque chose de plus sensible, et dans le bon sens du terme, hein, pas de sensiblerie, mais plus sensible. Donc vas-y quoi, et lâche un peu cette écriture journalistique qui te met à distance de certaines des émotions. Qui a dû être compliqué à lâcher, parce que je sais pas, moi quand j'essaie de lâcher ça, c'est hyper dur. C'est comme l'écriture de recherche, quoi. Exactement, je pense que en fait c'était une façon de encore une fois de me protéger. De me dire ok, j'utilise le jeu, mais voilà, c'est très journalistique, je vais vous montrer, je vais analyser tout ce que j'ai vécu, je vais mettre de la distance, alors un peu d'humour parce que bon, voilà, faut pas non plus être déprimant, et c'est aussi voilà comment moi j'appréhende la vie, mais voilà, cette distance un peu presque froide quoi. Et bon, finalement le livre ressemble pas du tout à ça, et c'est pour ça qu'on a aussi choisi de l'appeler roman. Le titre aussi est très fort, et c'est voulu. Le terme arabe qui est à l'origine neutre a été récupéré par la droite, l'extrême droite, une partie des médias pour qualifier avec une connotation négative une partie de la population française et de la population mondiale comme une sorte de bloc homogène. Vous le revendiquez dans ce titre. Qu'est-ce que vous avez voulu affirmer ? C'est pas une identité, qu'est-ce que c'est ? Alors moi je fais la distinction entre, parce que évidemment un terme, un mot en fait c'est un comment dire, c'est un contenant, et ce qu'on y met dedans en fait c'est multiple. Donc j'explique dans le livre que quand j'annonce le titre à mon père, presque il m'engueule, hein. Il me dit, mais qu'est-ce que c'est que ce titre ? Déjà, t'es pas arabe, on n'est pas arabe. Pourquoi tu l'appelles pas avec ta tête d'Algérienne, avec ma tête d'Algérienne ou avec ma tête de Nord-Africaine ? Donc là, en fait, la discussion, elle est assez intéressante parce qu'elle montre que pour mon père, en fait, le mot, en fait, il se définit que par son identité propre. Donc lui, il se considère, voilà, comme algérien, comme kabyle, comme berbère, et pas du tout comme arabe. Donc ça, c'est ce pendant-là. Mais il y a l'autre pendant où, en fait, oui, il y a aussi en France le mot arabe. Cette connotation a une connotation, comme vous le disiez, négative. Et il définit aussi un groupe sans individualité, sans spécificité, par exemple, de pays ou même de religion. En fait... voilà, en France, on dit les Arabes. Mais moi, j'aimerais bien qu'on me dise qui sont les Arabes. Et donc, quand je dis avec ma tête d'arabe, c'est aussi pour montrer que c'est aussi pour répondre ce que j'appelle aux racistes un peu timides, qui, quand ils vous parlent, savent pas trop sur quel pied danser. Et donc, voilà, moi, c'est un peu comme ça que j'ai été élevée. C'est un peu, voilà, on gifle un peu avec les mots. Et c'est aussi une façon, quand j'anime des ateliers d'écriture avec des jeunes élèves, parfois je les mets aussi face aux assignations qu'ils ont eux-mêmes intégrées en étant eux-mêmes des personnes racisées, hein. Je leur dis, voilà, avec ma tête d'arabe, vous vous êtes pas dit que je pouvais faire ci ou ça. Et c'est une façon aussi de montrer que on peut mettre tout derrière ce terme. Et justement, votre père, vous le disiez, donc il se voit pas comme arabe, il se voit comment est-ce qu'il se voit, vous le diriez, vous, avec les nombreuses discussions que vous avez dû avoir à l'occasion de ce livre
Alors là, on va rentrer dans de la technicité algéro-algérienne, mais c'est intéressant. Mais c'est hyper intéressant. Ouais. En fait, donc il y a vraiment énormément de personnes qui revendiquent cette identité arabe, notamment en Algérie. Hein. Mon père, lui, il vient de Kabylie. Donc c'est une région en Algérie. Donc mon père, sa langue maternelle, c'est pas l'arabe déjà, c'est donc le kabyle, une sorte de tamazirt. Et donc pour mon père, il revendique pleinement son algérianité. Hein. Maintenant, il est binational, mais voilà, pendant longtemps, il a aucun problème avec le fait d'être algérien, mais lui, il se considère comme berbère, comme amazir. Donc, et pas comme arabe. Et il n'utilisera jamais ce terme. Mais d'autres peuvent le faire et libre à eux. D'accord. Et justement, vous racontez beaucoup de souvenirs d'enfance, de souvenirs notamment avec votre père. Parfois, on se demande si c'est des souvenirs qu'il vous a racontés, dont vous vous souvenez. Par exemple, au début de votre ouvrage, vous racontez des vacances et la manière dont un propriétaire jauge votre père et comment il lui parle, la manière dont il sous-entend plein de choses et dont votre père lui répond assez magistralement. Est-ce que c'est des choses, c'est un mélange de choses qu'il vous a raconté dont vous vous souvenez? Par exemple, ce truc des vacances, vous l'aviez perçu à cette époque ou c'est des choses dont vous avez parlé a posteriori? En fait, donc là, pour recontextualiser, pardon, c'est donc on est avec mon père et un groupe d'amis. Les adultes ont loué un gîte. Et le propriétaire est clairement raciste. Et en fait, quand il voit descendre de la voiture, et là, par exemple, le terme d'arabe a tout son sens, il voit descendre de la voiture des Arabes. Hein, il s'en fiche qu'on soit algérien ou marocain, ou voilà, des Arabes. Donc là, ce que ça représente en France, dans la France post-coloniale. Post, je sais pas. Post-colonial. Ouais, voilà. Et en gros, il a peur pour sa maison. Il a peur, en gros, pour être cash, qu'on lui saccage sa maison ou qu'on lui vole des trucs parce qu'il fait un état des lieux. C'est du jamais vu, quoi. Il note même les tables, les meubles, voilà, comme si on allait partir avec le frigo, quoi. Et donc ça, moi, c'est sur le coup, je sens qu'il y a un malaise, mais je mets pas le mot racisme dessus. Par contre, ce que je vois, c'est la réaction de mon père, et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer tout au long de ma vie. C'est il rend coup pour coup. Encore une fois, avec les mots. Mais voilà, on se laisse pas faire. On répond. Moi, mon père, quand je lui dis, je le dis dans le livre, quand je lui dis, voilà, là, j'ai vécu telle ou telle situation raciste, le premier truc qu'il me dit, c'est « Qu'est-ce que tu as répondu ?» Il me dit pas « C'est pas grave, ma fille. » Voilà, c'est « On répond ». Et donc là, c'est un peu ça aussi que je décris dans ce chapitre, c'est de voir en fait aussi mon père tenir tête et rester, lui, digne dans ces moments-là. Ça a été vraiment... quelque chose de très important dans ma vie. Ouais. Ça a été structurant. Ouais. On va faire une toute petite première pause musicale. J'ai jeté ma fiche par terre et je ne sais plus quel titre c'est, mais c'est pas grave. This gold in me now, even all alone. I'm not feeling on my own. So maybe I should take my time, trust the signs. I decide all the blessings of mine, all mine, all mine, all mine. I know that I don't need to chase. I'll be safe, wide awake. All the blessings, all mine, all mine, all mine, all mine. Yeah.
living with fears and doubts. You got angel wings to help you when you're down. Oh, I feel like falling now. So maybe I should take my time, trust the signs, I decide. All the blessings are mine, all mine, all mine, all mine. I know that I don't need to chase, I'll be safe, wide awake. All the blessings are mine, all mine, all mine, all mine. Yeah, yeah. All mine, it's all mine. I know it's all mine. It's the way that her confidence shines. She make up her own mind. That shit almost feel criminal. Another day she back to back slay. Got her finger on the trigger. She be so unpredictable. Locked in with what I can't explain. Something medicinal. I'm never on my own. I know I'm in my soul. I'm home in my soul. I know I'm in my soul. All the blessings are mine, blessings are mine. Oh my, it's all my. All I need I find deep inside. I never own my own. Nous sommes de retour. Vous écoutez le 93.9 FM. Vous êtes sur Radio Campus Paris. Vous écoutez On se lève et on se casse. Et on est toujours avec Aïda Amara, autrice de l'ouvrage Avec ma tête d'arabe aux éditions Hors d'atteinte. Ce que j'allais dire avant la pause, c'est que dans votre livre, donc, vous racontez beaucoup de souvenirs avec votre père, notamment ce souvenir dont on parlait sur les vacances et la perception du racisme, etc. Vous parlez aussi de votre grand-mère, Taous, de son rôle héroïque pour aider le maquis pendant la colonisation de l'Algérie par la France, et des moments aussi de l'enfance de votre père. Qu'est-ce que ça apporte pour vous ? Qu'est-ce que ça vous a apporté dans l'écriture de ce récit, de remonter aussi loin dans l'histoire et dans votre mémoire familiale ? Je pense que c'est avant tout un livre sur la lignée. Donc, en fait, c'est un peu dans cette espèce de quête de reconstruction. Forcément, je suis allée chercher mes aïeux, quoi. Et en fait, c'est pour moi, comme je parle de transmission, voilà, c'était important de parler de ma grand-mère Taous, qui a élevé seule mon père, et ensuite mon père m'a élevé seule. Donc voilà la lignée dans tout ce qu'elle a, dans tous les trous qu'elle a, et dans tous les dans tout ce que l'histoire a produit. Par exemple, voilà, donc mon grand-père, le père de mon père, lui est mort tabassé par les harkis et l'armée française quand il était tout petit. Donc c'est pas quand même une histoire anodine. Et c'est des histoires que moi, en tant que Française, je n'ai pas appris à l'école. Et c'était important pour moi, en fait, que ces histoires et que ces destins effacés retrouvent un peu leur place, à ma petite échelle évidemment, mais retrouvent leur place dans le récit français. Et comme vous l'avez dit, voilà, on parle beaucoup, quand on parle de résistance, on parle toujours des combattants, de ceux qui ont pris les armes. C'est clair, c'est plus impressionnant et tout. Mais voilà, ma grand-mère Taous, elle a nourri, elle a soigné, elle a caché. Et ça demande aussi un courage que moi j'ai pas eu à avoir, et que je pense est important de saluer. Et ça l'est. Il y a une autre chose qui m'a marquée et qui n'est pas tout à fait un lien indirect, c'est que vous appelez votre père Slimane tout au long du bouquin. Pas papa, pas un autre mot, pas père, pas autre chose.
Pourquoi ce choix ? Alors parce que pour moi, c'est un personnage du livre, donc il a un nom. Et aussi, par rapport à ce que je disais précédemment, c'est vraiment pour ancrer, quoi. C'est pas seulement mon père, c'est Slimane, c'est Taous, c'est des... Voilà. À un moment, il s'est posé la question d'incorporer de la fiction dans le livre. Donc, l'idée, c'était de m'appeler Nadia et de changer les prénoms parce que bon, souvent les premiers romans ou les romans tout court, on dit romans, mais les auteurs, les autrices, au final, c'est quand même vachement inspiré de leur vie. Donc, bon, on se demande ce qui relève vraiment de la fiction. Mais bon, pourquoi pas, j'adore aussi cette forme-là. Mais en fait, moi, ce qui m'a un peu chagrinée dans cette idée, c'était d'effacer les prénoms de mes parents, de mes grands-parents. Et donc, c'est vraiment ça, en fait, qui a fait que je suis restée, moi, Aïda, dans le récit. C'est la volonté de ne pas les effacer, eux. Il y a aussi je me demandais aussi si c'était par rapport au fait que vos oncles, etc., ils ont des pseudos par rapport à la résistance, etc. Donc, il y a un truc aussi où votre père, Slimane, dit « Bah, moi, mon pseudo, c'est Slimane. » En fait, mon vrai nom, c'est Slimane parce que Papette, la guêpe, et voilà. Est-ce que c'était par rapport à ça aussi ? Pas vraiment, parce que en fait, donc c'est mon père qui a été militant en France et en Algérie, et donc évidemment c'était à l'époque clandestin, et donc il leur fallait des pseudos à lui et à ses camarades, et donc mon père, malin comme il est, il s'est dit bah moi mon pseudo ce sera Slimane, comme ça tout le monde va se dire que voilà, comme vous disiez, comme ça tout le monde va se dire que c'est un pseudo. Et il y a encore des gens aujourd'hui que moi j'appelle par leur pseudo de militants, et que j'ai appris il y a 4 jours que c'était pas ça en fait. Mais non, parce que lui pour le coup ça a toujours été son prénom, et moi je l'ai pas connu en militant. Donc c'était vraiment par rapport à cette histoire que j'ai peur de voir effacée en fait. Donc c'est vraiment pour garder la mémoire, c'est aussi ça. Enfin, vous avez Exactement. vraiment écrit des mémoires aussi. Il y a une phrase qui m'a marquée aussi, c'est « Les enfants d'immigrés sont comme ça, ils croient dur comme fer aux principes républicains et ensuite ils grandissent ». Vous avez grandi à Ménilmontant, c'est ce que vous avez expliqué dans une autre interview, qui est un quartier de Paris avec une grande mixité, et c'était votre endroit de socialisation secondaire direct après votre domicile. Est-ce que vous avez, a posteriori, senti une sorte de rupture une fois que vous avez élargi vos horizons ? Vous vous êtes dit peut-être à l'école même déjà c'était autre chose que dans ce quartier-là ? Oui, alors moi ce que je dis c'est que Ménilmontant m'a protégée du racisme pendant très longtemps parce que le groupe protège, et voilà, Ménilmontant c'est un quartier où il y a énormément d'immigration de tous les pays, mais algérienne en particulier, et si on zoome encore même kabyle en particulier. Et donc moi dans mon école primaire, dans mon collège, j'étais une parmi tant d'autres, et j'étais même plutôt privilégiée par rapport à beaucoup d'enfants qui étaient à l'école avec moi. Et il y a eu une bascule, oui, après au lycée, et a posteriori évidemment dans le milieu du travail. Là clairement on rentre dans quelque chose où on devient une minorité. On est de moins en moins nombreux. Moi, je me souviens sur les bancs de la fac en première année, énormément de racisés. En troisième année, on est 5, quoi. Donc c'est oui, bien sûr que c'est à ce moment-là que c'est le plus violent, on va dire. Et oui, c'est pour ça que je vais toujours... Aujourd'hui, j'habite à 15 minutes de Ménilmontant, mais j'y vais me ressourcer chaque semaine. Vous parlez à travers tout ce que vous racontez d'un sentiment de ne pas être à sa place quand vous sortez de cet endroit-là de protection.
Vous parlez aussi beaucoup de l'école et de son rôle, des lectures, de la culture dans votre construction. Est-ce que ça vous a protégé aussi face au sentiment de ne pas être à votre place ou ce qu'on vous faisait sentir que vous n'étiez pas à votre place? Oui, alors c'est moins clair que ça. C'est pas on vous dit t'es pas à ta place. C'est parfois on est un peu regardé comme une bête curieuse ou voilà, c'est des petites choses du quotidien, des microagressions évidemment que toutes les personnes un peu racisées et autres, bien sûr, pas que, peuvent ressentir. Et moi, je me suis toujours servie de la culture comme d'une arme. D'une arme contre les personnes justement qui voulaient m'assigner à une identité présumée ou qui m'étalaient un peu leur ignorance un peu crasse. Donc c'était une façon de dire non seulement je sais de quoi tu parles, j'ai tes codes, je partage cette culture-là, mais en plus je la connais mieux que toi. Ça, c'est la première anecdote de votre ouvrage, quand vous arrivez à... Je ne sais plus dans quel lieu c'était, mais... Un ministère où vous avez un vigile qui essaye de faire... qui prononce mal votre nom, qui vous donne en fait un tout autre prénom et qui finalement que vous arrivez à épingler par le verbe et qui était une très bonne punchline pour leur dire que franchement il faudrait se remettre à sa place, justement. Et ça, l'humour, c'est une grande arme que votre père vous a inculquée, une sorte une arme pour face au manque de respect en face. Est-ce que ça vous a structuré, cette arme-là? Oui, complètement. Déjà, le livre parle quand même de colonisation, d'attentats. Franchement, ça peut faire flipper. Je tiens à dire aux lecteurs et aux lectrices... Ça ne parle pas que de ça. Ouais, et qu'on parle pas que de ça. Et puis surtout... c'est pas plombant. Peut-être c'est pas à moi de le dire. Non, c'est pas plombant du tout. C'est très drôle en fait par moment. Voilà, en fait, je pense qu'il y a un truc aussi qui est très qui est dans ma famille, mais qui est aussi très qu'on retrouve dans pas mal de cultures, et en Algérie c'est aussi comme ça. On rigole un peu de son malheur. Il faut bien, quoi. Et donc on n'est pas là pour être dans une forme de pathos un peu larmoyant. Les situations les plus dramatiques sont aussi les situations où pas les plus drôles, mais en tout cas celles où on peut se permettre le plus d'utiliser l'humour pour un peu décompresser. Parce que sinon, la vie est trop dure. Pour désamorcer un peu le pathos. On fait une deuxième pause pour écouter notre première chroniqueuse, Chloé. Pour Chloé, la rentrée a une saveur toute particulière. Parce qu'elle aussi, elle a sorti un premier roman, sorti en librairie le 12 septembre. Et ce n'est pas n'importe quel bouquin, puisque c'est un roman sur le parcours initiatique de Médée, la fameuse Médée, qu'on connaît trop peu vraiment. Et parce qu'après 2 ans de chroniques sur les relectures féministes des mythes, Chloé a écrit sa propre version d'un mythe. Ce livre, c'est Médée, naissance d'une sorcière, aux éditions Talent Haut. Chloé, pourquoi avoir choisi de parler de Médée? C'est la rentrée, et c'est aussi la rentrée pour notre chroniqueuse Chloé. Salut Chloé. Salut. Et quelle rentrée! Si vous ne le saviez pas, Chloé est désormais autrice d'un premier roman sorti en librairie le 12 septembre, et ce n'est pas n'importe quel bouquin, puisque c'est un roman sur le parcours initiatique de Médée, la fameuse Médée, qu'on connaît trop peu vraiment. Et oui, parce qu'après 2 ans de chroniques sur les relectures féministes des mythes, Chloé a écrit sa propre version d'un mythe. Ce livre, c'est Médée, naissance d'une sorcière, aux éditions Talent Haut. Pourquoi avoir choisi de parler de Médée? Alors Médée, on la connaît soit comme la mère infanticide, soit comme un personnage secondaire des mythes d'autres héros grecs, ou bien on ne la connaît pas. Mais en général, si on la connaît, on s'arrête à la légende monstrueuse de la femme qui tue ses enfants par dépit amoureux. Mais pourtant, dans les versions les plus anciennes du mythe, ses enfants meurent, mais ce n'est pas elle qui les tue. Alors moi, quand j'ai découvert ça, je me suis demandé pourquoi on se souvient vraiment que de la version la plus sensationnelle, la version la plus à charge contre elle. Et je pense que ça tient à l'histoire des mythes. Les mythes, ce sont des récits qui sont venus du fond des âges. Ils ont d'abord été transmis oralement, et puis ils ont été figés, fixés à l'écrit par des auteurs. Et les auteurs, c'était tous des hommes qui ont pu, avec les préjugés de leur époque,
réduire les personnages féminins à des rôles subalternes ou monstrueux, à des rôles d'obstacles ou de prix à conquérir pour des héros qui étaient des hommes. Mais si Médée pouvait nous raconter son histoire, qu'est-ce qu'elle nous dirait ? En écrivant ce livre, j'ai essayé d'adopter son point de vue et écrit à la première personne. Et je me suis rendu compte que ce qu'il fallait, c'était revenir aux sources, revenir à l'origine du personnage. Et je me suis intéressée à quelque chose qui n'avait pas intéressé les auteurs jusqu'à présent, son enfance et sa jeunesse. C'est l'une des particularités de ce livre, revenir sur l'enfance de Médée. Alors pourquoi tu as choisi de faire ça comme ça ? Alors en fait, ce que je voulais, c'était comprendre comment on devient Médée. Comment on devient cette magicienne puissante que toutes les versions du mythe attestent. Et pour moi, ça posait une question intemporelle, une question qui est comment on assume ses pouvoirs et comment on ose prendre la place qui nous revient. Et dans le roman, j'entrevois 2 pistes de réponse, la transmission et la sororité. Et pour moi, c'est vraiment ces 2 forces qui donnent à Médée la possibilité de s'affirmer. Ce livre, c'est donc l'histoire de la jeunesse de Médée, racontée par Médée. Pourquoi le changement de point de vue change l'histoire ? Alors vraiment, changer le point de vue, ça change toute l'histoire. En faisant de Médée la narratrice du roman, j'ai découvert qu'elle n'était pas une méchante ni un personnage secondaire, mais simplement une femme libre, une femme puissante, qui refuse le destin tout tracé qui l'attend et qui écrit son propre chemin. Et aujourd'hui, ça me semble important justement, quand on se construit en tant que femme, on peut chercher d'autres modèles que ceux qui sont présents dans les récits traditionnels et dans nos imaginaires collectifs. Et si on se tourne vers les mythes, on pourrait être un peu découragé et se dire que les rôles féminins sont limités. Pénélope qui attend son mari, Hélène la belle pour qui une guerre éclate, ou encore une des innombrables victimes de Zeus. Mais si on fouille, on trouve déjà dans les textes, déjà dans les mythes, ces figures alternatives. Elles sont sous nos yeux et il suffit de les remettre au centre. Et pour ça, ce qu'il faut, c'est débarrasser nos mythes du male gaze. Et c'est ce que j'essaye de faire dans cette chronique, et c'est ce que j'ai voulu faire avec Médée, naissance d'une sorcière, redonner une voix à une héroïne trop longtemps enfermée dans les récits des autres. Merci beaucoup Chloé. Je rappelle que ton nouveau livre Médée, donc Naissance d'une sorcière, est aux éditions Talent Haut et disponible dans toutes les librairies. Et moi, personnellement, en toute objectivité, je vous le conseille. On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Vous écoutez toujours On se lève et on se casse sur Radio Campus Paris. Comme je le disais, Aïda Amara, votre père tient une place très spéciale dans ce livre, centrale même. On sent l'importance qu'il a dans votre vie, que ce soit parce qu'il vous a élevé après le décès de votre mère. Mais vous racontez aussi à quel point la famille n'est pas nucléaire. Chez vous, la famille, c'est un cercle très très étendu où il y a une énorme importance des cousines, des tantes qui ont été très présentes pour vous, notamment après les attentats. Quelle place tient cette famille dans la façon d'affronter les assignations au quotidien ? Alors déjà, c'est important de dire que moi, ma famille, elle n'est pas nucléaire, et cette idée de famille nucléaire, je trouve qu'il n'y a rien de pire pour les femmes, en fait. Là, moi, je suis en postpartum avec un bébé de 7 semaines, donc clairement, là, on voit l'importance du village, comme on dit, pour élever un enfant, et c'est quelque chose qu'on a beaucoup perdu. Alors oui, pour moi, culturellement, c'est quelque chose qu'on essaye de maintenir, même si évidemment, le système aussi capitaliste dans lequel on vit ne permet pas forcément de maintenir ce tissu social. Mais oui, moi, ma famille nucléaire, en fait, c'est mon père et moi. Donc c'est déjà bien, mais c'est pas beaucoup. Et donc c'était vraiment important en fait qu'on élargisse tout ça, et il y a même les personnes que j'appelle tantes et cousines dans mon livre, on n'a pas de lien